Hello everyone. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission de radio en direct réalisée dans le cadre du projet Digital Intersection. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires. Tout d'abord, la Biennale Chronique, la Biennale des imaginaires numériques, Radio Grenouille et la Friche Label de Mai, ainsi que le restaurant Grand Table, qui nous permet d'animer cette émission de radio aujourd'hui. radio show today. I'm here with... Je suis accompagnée aujourd'hui de quelques amis et collègues, mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter le superbe groupe que nous accueillons aujourd'hui, j'aimerais vous indiquer de quoi nous allons parler au cours de l'heure qui vient. Hour or so. So first, I would like... D'abord, je voudrais vous présenter Stereolux, une association nantaise, et je voudrais vous en parler parce qu'elle est très connue en France. They have been managing... Ils gèrent 2 salles et un festival, le festival Scopiton, qui existe depuis 2002. which has been held since 2002. And I'm talking about that. Si je parle d'eux, c'est parce que le 18 décembre 2024, They published... ils ont publié une lettre ouverte dans laquelle ils expriment leur regret face à la décision de la région de, je cite, cesser tout partenariat avec notre association. Due to this political choice, À raison de ce choix politique, Stereolux a perdu 76 000 € de fonds publics. euros in public funds, which is pretty... Une somme considérable pour un festival culturel. Et bien sûr, elle n'est pas la seule de la région à avoir été affectée par ce choix politique. It's a political choice. In fact, En effet, dans la région où Stereolux est basée, la région Pays de la Loire, plus d'une centaine d'assauts ont été impactés par cette situation. by this situation. If we want to look at this... Et si l'on regarde cette situation d'un point de vue encore plus large, ça ne concerne pas seulement les Pays de la Loire, et elle ne concerne pas non plus uniquement la France. Il s'agit d'un problème européen. Si je prends l'exemple de la France, en 2024, le budget alloué à la culture a été réduit de plus de 200 millions d'euros. In 2025, Et en 2025, cette tendance devrait se poursuivre. keep doing this way. The budget is going... Le budget va continuer à diminuer, tout comme dans le reste de l'Europe, et le contexte politique est très incertain et les financements publics sont instables. is unstable. And while for S'il n'est pas question d'accepter cette situation les bras croisés, évidemment, trouver des sources de revenus alternatives est désormais devenu une nécessité, voire une question de survie. survival. And this is where Et c'est là qu'intervient ce superbe groupe, car depuis 2022, Chronique et nos 4 partenaires européens, à savoir Container en Croatie, Signal en République tchèque, Kik en Belgique et Decatalyst en Allemagne, explorent et expérimentent des moyens d'assurer notre résilience économique au travers du projet Digital Intersection. Nous ne craignons absolument pas de prononcer les mots qui font peur, rentabilité et modèle économique. so today we would like to Aujourd'hui, nous aimerions nous pencher sur les modèles, les garanties et la manière dont nous soutenons cette durabilité économique, tout en gardant à l'esprit la durabilité écologique et humaine. Et si tout cela était en fin de compte une bonne idée. good idea. So, we'll discuss this topic. Nous en discuterons avec AC Coppens, qui a fondé Decatalyst, Mario Kunowski, responsable des projets internationaux à Signal, l'artiste Chloé Rutzelberg, dont vous pouvez admirer le travail à la Biennale des imaginaires numériques, et Élodie Lebreu, directrice de l'AMI et responsable de la plateforme Dynamo. I will be hosting. C'est moi qui animera cette session. Je suis Ilaria Bondavalli, responsable de projet européen à Chronique. So before we start, Avant de commencer, je vais juste vous demander de vous présenter rapidement et de nous parler de votre parcours, votre histoire. Et ici, si tu veux bien commencer. Okay, I can start. D'accord, je peux commencer. Bonjour tout le monde, je m'appelle AC Coppens, j'ai fondé The Catalyst. Nous sommes une agence indépendante qui œuvre au carrefour de la technologie innovante et du contenu créatif. That's why C'est pourquoi nous travaillons déjà beaucoup avec des acteurs qui se situent entre les deux, dans cette zone hybride. Nous sommes des consultants en affaires et nous organisons des conférences.
Bonjour, je m'appelle Chloé Rutserveld. Je suis une designer néerlandaise et j'associe la science, la technologie et le design pour imaginer de nouveaux modes de production et de consommation alimentaire. Je crée des installations interactives, des prototypes ou des performances interactives comme un dîner, pour véritablement chercher à communiquer avec les gens sur ce qui pourrait arriver à l'avenir avec de nouvelles techniques de production alimentaire et de nouvelles matières premières. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mario Kunowski et je suis responsable des projets internationaux chez Signal à Prague. Comme on aime se définir, Signal c'est un festival qui est axé principalement sur l'art numérique et la culture créative. C'est avant tout un festival qui est public et qui présente différentes formes d'art, mais essentiellement de l'art numérique. Aujourd'hui, le festival est devenu l'un des plus grands événements culturels en République tchèque et sûrement l'un des plus grands événements de ce genre dans toute l'Europe. Bonjour, je m'appelle Élodie Lebreu, je suis la directrice de l'AMI. Notre organisation est l'une des structures fondatrices de la Friche Belle de Mai, un élément clé de notre identité. Notre mission est de soutenir les artistes, principalement dans le domaine de la musique, mais aussi d'accompagner les PME des industries créatives et culturelles. Pour cela, nous proposons des programmes de formation, du conseil et mettons à disposition 6 studios de répétition au sein de la Friche. Nous sommes également engagés dans la production d'événements dont Hip Hop Society, dédié à la culture urbaine, et JET, un festival explorant les approches expérimentales de la musique et de la création pluridisciplinaire. Right, thank you so much. Très bien, merci beaucoup. La première partie de cette discussion portera donc sur l'expérimentation. Dans le cadre du projet Digital Intersection, nous avons expérimenté, comme je l'ai mentionné, avec des nouveaux modèles d'entreprise, de l'innovation, et nous avons essayé de nous attaquer à la durabilité économique et à la résilience. And we did that, the partners. Nous, les différents partenaires, on l'a fait par les biais de projets pilotes locaux. Mario, puisque tu es ici aujourd'hui, tu pourras nous expliquer à quoi ressemble ce pilote local pour Signal, mais avant de te donner la parole, je vais peut-être dire quelques mots sur les pilotes locaux des autres partenaires. So for Chronique, pour Chronique, il s'agit du MIN, le marché des imaginaires numériques, the market of digital dont l'objectif est d'être une agora où l'on peut rencontrer des gens que l'on ne rencontrait pas dans la vie de tous les jours. In the day-to-day life and to create et de créer des synergies transdisciplinaires entre les entreprises et la culture, le patrimoine et le numérique, de manière à créer ce genre de passerelle transsectionnelle. Then we have Kik in Namur, so in Belgium. Ensuite, nous avons Kik à Namur, en Belgique, qui a mis en place un club de membres pour financer son nouveau lieu. Enfin, nous connaissons tous le Kik Festival en tant que grande institution, mais ils ont également ouvert une autre salle, le Pavillon, qui est un lieu d'exposition. Et ils avaient besoin de nouveaux moyens de financement, et un moyen a été trouvé, c'est le club des membres VIP. And then we have Container. Puis nous avons Container, et tant qu'on parle de nouveaux lieux, on peut les citer. Donc Container, ils sont en Croatie, ils ont ouvert un nouveau site à Zagreb. Et Container l'a loué à des entreprises, à différents types de clients, en dehors du secteur culturel, afin de donner à ce nouveau lieu des usages multiples et d'en faire un espace polyvalent. Yadrana, qui en est responsable au sein de l'équipe de Container, a déclaré qu'il était extrêmement intéressant d'accueillir différents formats et des différentes personnes à côté d'un lieu d'exposition. Mario, qu'est-ce que vous avez fait à Signal? Alors, en ce qui concerne Signal, pour situer un petit peu plus le contexte, comme je l'ai mentionné au début, Signal, c'est un festival qui a commencé en tant qu'événement public il y a 13 ans. Au début, on présentait donc principalement des installations artistiques à grande échelle, du mapping vidéo et d'autres choses du même type gratuitement pour le public. Mais au fil des ans, le festival est devenu de plus en plus populaire, que chaque année, on accueille des centaines de milliers de visiteurs au cours des 4 jours. Donc évidemment, ça fait beaucoup de monde. Après quelques temps, on a commencé donc à réfléchir à la manière dont on devait aborder cette question, la question de la jauge, afin de
pouvoir explorer différents types de lieux et différentes entreprises artistiques qui ne peuvent pas accueillir autant de monde. On voulait explorer les galeries, on voulait explorer les espaces intérieurs, etc. On a donc eu l'idée de créer une zone de galerie, c'est-à-dire une partie spécifique du festival qui serait accessible uniquement sur présentation d'un billet. Au départ, l'objectif c'était surtout de réguler la foule, donc la jauge, présente sur le festival. Mais dans le cadre du projet DIS, on s'est dit qu'on allait se concentrer un peu plus sur cette zone de galerie et essayer de transformer cette zone en une nouvelle forme, nouvelle source de revenus. Et donc pour la première fois, et grâce à ce projet, on a pu procéder à une analyse approfondie sur nos visiteurs, le comportement de nos clients et obtenir des données à partir desquelles on a pu prendre de nouvelles mesures. Jusque-là, on avait fait tout ça à l'échelle humaine, donc au sein de notre équipe, en essayant différentes approches, mais tout n'avait pas forcément vraiment fonctionné, comme c'est la première fois qu'on dispose de véritables données. Les mesures qui vont être prises en 2025, elles sont très intéressantes et elles seront très utiles non seulement pour nous au sein de notre organisation, mais également pour les autres types d'organisations ou de festivals qui sont confrontés à des problèmes similaires. Parmi les éléments que nous avons découverts, il y a par exemple le fait que 50% des personnes ne connaissent pas la zone de galerie. C'est un résultat qui est surprenant parce que cette zone, elle existe depuis de nombreuses années et on vient de constater que la moitié des visiteurs ne savent même pas qu'elle existe. On a également observé que le taux de rétention, donc le taux de retour était assez faible. Seulement 5% des visiteurs reviennent acheter des billets chaque année. On sait maintenant qu'on va devoir sans doute mettre en place un programme de fidélisation ou trouver en tout cas un moyen de motiver les visiteurs à revenir d'année après année. Évidemment, la question de la durabilité et de l'écologie sont des questions primordiales pour nous, non seulement parce qu'on souhaite être écologique et durable pour la planète et le bien de toutes et tous, mais aussi parce qu'on sait que le public est 30% plus susceptible d'acheter un billet si le festival est en phase avec ses politiques environnementales et écologiques. Désormais, on sait que c'est pas seulement pour la bonne cause, mais qu'il faut aussi avoir une motivation économique derrière pour adopter une approche plus écologique. Donc voilà, on dispose de nombreuses informations utiles et on sera ravis de les partager avec d'autres organisations à l'avenir. Merci beaucoup Mario. En réalité, l'écologie était l'un des piliers du projet Digital Intersection. Les discussions ont beaucoup porté sur la durabilité en termes d'écologie, des ressources humaines et évidemment de budget. Avant de nous lancer dans les projets pilotes locaux, nous avons essayé de développer un projet commun à tous les partenaires, car nous voulions disposer d'une sorte de plateforme de distribution d'œuvres d'art qui était déjà produite ou coproduite par les partenaires du projet. Ce qui signifie en fait de ne pas gaspiller et utiliser toutes leurs ressources, tout leur temps et tout leur argent pour produire d'autres œuvres d'art. Mais nous avons rencontré un problème. En fait, nous voulions distribuer ce catalogue d'œuvres, disons, en dehors du secteur culturel. Mais les entreprises corporate ne voulaient pas d'œuvres d'art déjà vues. Elles voulaient des pièces ad hoc pour leur événement. Un autre problème, et c'est là qu'arrive le gros mot, c'est la rentabilité. Puisque nous avons passé beaucoup de temps à essayer de voir si ce modèle était rentable, nous n'avons pas pu trouver un moyen de générer des sources de revenus sans surcharger les équipes et les ressources humaines. Et les ressources humaines étant un point très, très important à nos yeux. Et puisque nous parlons de rentabilité, est-ce vraiment grossier? Est-ce qu'on en est sûr? Et si je me tourne vers toi, j'aimerais avoir ton point de vue. Car tu dis de jouer le rôle du méchant en affaires dans le consortium. T'as mené une enquête auprès de plus d'une centaine d'acteurs du monde culturel en Europe et au-delà. Quel est le sentiment général? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Tout d'abord, c'est pas que nous nous considérons comme les méchants. Je veux dire, on nous considère comme les méchants. En fait, l'anecdote, c'est que pendant que je réalisais l'enquête,
J'ai visité de très belles galeries, des galeries vraiment très chics à Montréal. Et je me souviens avoir dit en entrant « Bonjour, nous aimerions discuter avec vous de votre modèle d'entreprise et de la manière dont vous procédez. » La fille m'a regardé, m'a répondu « Vous avez dit entreprise, vous voulez me faire vomir ?» Et là, j'ai pensé « Ok, l'enquête commence bien. » Nous ne pensons pas que les mots entreprise ou rentabilité sont grossiers. Mais je pense que si nous considérons vraiment les chiffres, nous comprenons que nous sommes là pour l'art et non pour l'argent. Mais qu'il serait vraiment bon de pouvoir vivre de ce que nous faisons et de ce qui nous passionne. Il y a donc cette ambivalence, pour ainsi dire. Mais pour de nombreuses organisations d'art et d'art numérique, ces notions d'entreprise, de modèle d'entreprise ou d'argent vont à l'encontre de leur mission, selon laquelle l'art est quelque chose de différent. Ce n'est pas un produit. Ce n'est pas quelque chose que nous créons pour répondre à un besoin spécifique, comme un produit ou un service. C'est quelque chose qui n'obéit pas aux mêmes règles, n'est-ce pas? Ce n'est pas compatible avec le monde des affaires. C'est cet état d'esprit que nous avons souvent constaté lors de notre enquête. Si nous examinons les choses de près, il y a deux choses que j'aimerais dire. Premièrement, en termes de chiffres, on constate que de nombreuses institutions d'art numérique ne vendent rien. Certains vendent des billets, mais ça ne concerne qu'un tiers d'entre elles, d'après les recherches que nous avons menées. À peine 50 d'entre elles génèrent des revenus de leurs activités. Et 60% d'entre elles, voire plus, ne vendent ni ne commercialisent quoi que ce soit. Je comprends parfaitement le principe et l'état d'esprit. Nous ne vendons rien. Je tiens à dire que nous avons également beaucoup travaillé en Europe et que nous oublions parfois qu'en Europe, nous bénéficions d'une position très privilégiée. Nous disposons de financements publics. Certes, ils diminuent de plus en plus et nous devons y remédier. Voilà la problématique. Pour en revenir à la question initiale, oui, ce mot était peut-être grossier, mais aujourd'hui, nous devons vraiment essayer de lui redonner une meilleure connotation. Merci, Aïssi. Chloé, qu'est-ce que tu en penses? En tant qu'artiste et designer, quel est ton rapport aux affaires et à la rentabilité? Et à quel moment la rentabilité entre-t-elle en jeu pour toi dans ta pratique? Comment tu y fais face? Je crois que c'est assez simple. La création de nouvelles œuvres demande du temps, beaucoup d'énergie, d'efforts et d'argent. Et sans argent, sans revenus, on ne peut pas être artiste, car on a besoin d'un espace pour produire ses œuvres. L'œuvre en elle-même demande beaucoup d'argent, de recherche, et c'est ridicule de ne pas être payé pour le travail effectué. Oui, on peut dépendre de financement public, mais on consacre alors beaucoup de temps à rédiger des demandes que l'on ne veut pas avoir à faire en tant qu'artiste. Donc on essaye de ne pas dépendre de ce type de revenus. Avant la pandémie, la majeure partie de mes revenus pour mon studio, mon travail d'artiste et de designer provenaient de conférences, d'ateliers et d'un grand nombre d'activités, plus de l'ordre de relations publiques. Mais en fait, je me suis rendu compte que cette situation n'était pas du tout viable, puisque peu à peu, il n'y avait plus d'événements publics et qu'il n'y avait donc plus de revenus. Pendant cette période, je me suis dit, bon, apparemment mes œuvres sont suffisamment intéressantes pour être exposées dans des musées ou dans des endroits où le public se rassemble. Alors pourquoi ne suis-je donc pas rémunérée pour ce travail, mais seulement pour les services qui vont avec? Comment tirer davantage profit de mes œuvres en elles-mêmes? J'ai commencé à travailler avec d'autres artistes. Par exemple, avec Culinaire Cellulaire, j'ai travaillé avec Rick et Adriaan van Wuldezen d'Organisme Studios pour créer une équipe plus forte, disposant de plus de capacités et de compétences. Ainsi, l'équipe est plus complète et on peut faire beaucoup plus de choses ensemble que je ne pourrais le faire seul. Par ailleurs, il faut trouver un thème ou un sujet qui intéresse un public plus large.
L'alimentation intéresse beaucoup de monde, mais par exemple, le travail de culinaire cellulaire, ici, à la Biennale des imaginaires numériques, se concentre sur l'agriculture cellulaire. Il s'agit d'une nouvelle façon d'utiliser la technologie, de questionner la production alimentaire, qui est à la fois intéressante d'un point de vue technologique, d'un point de vue sanitaire, même d'un point de vue scientifique, et pour le secteur culinaire. Mais également pour le grand public qui souhaite en savoir plus sur ces nouveaux modes de production alimentaire ou sur l'avenir de l'alimentation en elle-même. Pour nous, ça signifie que nous ne dépendons pas du secteur culturel pour exposer notre travail. Parce que la majeure partie de nos revenus provient en fait de la location de la présentation de notre travail lors de conférences, de conférences scientifiques ou de grandes foires consacrées à la cuisine. Foires alimentaires ou des événements de ce genre, car elles ont souvent plus d'argent que la culture. Il s'agit du secteur de la santé, de la technologie ou de la science. Par exemple, lorsque nous exposons notre installation pendant 2 jours, c'est pratiquement le même budget que je pourrais demander à une institution culturelle pour 6 mois, même pour 1 an. On a simplement modifié la manière dont on produit l'œuvre, de sorte qu'elle s'adresse à un public plus large, mais aussi à un public de tous âges, puisque c'est une installation très visuelle et interactive. L'installation s'adresse aux jeunes, aux personnes plus âgées, aux spécialistes qui travaillent sur le sujet, mais également au grand public. Si on ne veut pas explorer le processus de l'agriculture cellulaire en profondeur, on peut simplement créer un futur plus agréable, un plat à base de cellules. Chaque étape est très visuelle et votre futur plat dans cette installation apparaît ensuite sur un écran holographique. C'est assez intéressant pour bon nombre de gens, de secteurs, et je pense que c'est vraiment ce qui rend ma production et mon œuvre plus rentable. Oui, tout à fait. Et si tu as déjà un public en tête lorsque tu conçois et tu réfléchis à l'œuvre, c'est certainement plus facile d'essayer de comprendre comment tu pourras, pardonnez-moi l'expression, utiliser l'œuvre, entre guillemets. Est-ce que tu pourrais uniquement l'exposer dans des musées? Est-ce que je peux la présenter lors des foires scientifiques, comme tu le disais? C'est pas seulement de l'art ou du design. En fait, cette œuvre a une portée éducative. C'est aussi une façon très amusante et interactive de diffuser la science. En ce sens, vous partagez vraiment quelque chose. Ce n'est pas seulement parce que c'est amusant, que c'est intéressant ou parce que ça a l'air génial. Non, c'est une question de contenu. Elle est réellement basée sur des faits, sur des recherches. On a échangé avec beaucoup de scientifiques, beaucoup de personnes du secteur, puisqu'on a vraiment utilisé le design thinking ou le côté artistique de notre pratique pour apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas, mais qui peut à la fois inciter les scientifiques, les experts du domaine, à réfléchir autrement, en fait à partir d'un point de vue différent. Mais il s'agit aussi de faire connaître au grand public une pratique qui existe déjà depuis plus de 10 ans. Ce genre de sujet reste souvent dans la sphère scientifique et n'arrive pas aux oreilles du grand public ou aux jeunes, même leurs grands-parents. Nous le rendons aujourd'hui accessible à ce public. Merci beaucoup. Ce que tu dis est vraiment très intéressant. Il y a en effet des publics différents, des esprits différents, des choses innovantes. Maintenant, je me tourne vers toi, Elodie, toi qui gères la plateforme Dynamo. Tu dois avoir des choses. La nouvelle génération est-elle plus ouverte à l'innovation, aux affaires, à la culture? Quelles sont les tendances? Alors, je souhaite tout d'abord apporter une précision. Notre incubateur a été créé il y a 15 ans avec pour mission de soutenir les PME du secteur artistique et culturel
En tant qu'organisation engagée dans l'intérêt public, nous avons conçu cet incubateur comme un levier essentiel pour accompagner et structurer les activités des entreprises créatives. À l'époque, notre démarche pouvait sembler surprenante, voire incomprise par certains. Pourquoi créer un incubateur dédié aux PME du secteur culturel ? Pourtant, nous avions identifié un manque d'organisation et de structuration locale, notamment dans le domaine de la musique. Les artistes ne disposaient pas d'un écosystème adapté pour les accompagner dans leur développement. Faute de ressources et d'opportunités sur place, beaucoup partaient à Paris pour collaborer avec des entreprises privées et intégrer l'industrie musicale internationale. Convaincre nos partenaires de soutenir de nouveaux modèles économiques n'a pas été une tâche facile. Nous avons commencé à travailler sur cette approche grâce à des fonds européens, notamment via les programmes Interreg-Med. À travers de grands partenariats, nous avons exploré les moyens de structurer un modèle économique innovant pour le secteur culturel, tout en restant fidèles à notre mission d'intérêt public. Les PME culturelles ont pleine conscience de cette réalité. Elles savent que les subventions publiques, bien qu'importantes, ne peuvent constituer un modèle pérenne. So they know that the subsidies is a model, but it starts to be a lower opportunities for them, and they also want to be more. Elles cherchent à gagner en indépendance, à diversifier leurs sources de financement et à développer de nouvelles stratégies économiques. So they try to create, tout en conservant une dimension artistique et créative forte. even if they want to stay in the public interest. Par exemple, certaines explorent des modèles où les médias commercialisent du contenu pour ensuite réinvestir les bénéfices dans la production artistique. C'est cette transition que nous souhaitons accompagner. L'un des premiers leviers que nous avons mis en place pour ces PME est un programme de formation dédié à la structuration de leur modèle d'entreprise et à la gestion financière. They are ready for certain profiles. Cela peut être un défi, notamment pour les profils hybrides qui sont à la fois artistiques et entrepreneurs. Difficult, but you mentioned that it's possible. Mais c'est aussi un gage d'autonomie auquel ils tiennent profondément. Guarantee of their independence, and they are really attached about this. Okay, so there's no. D'accord, donc ils ne sont pas contre. They don't say no. No, they want to work. Non, ils veulent travailler sur un modèle hybride. They are okay that they can. Ils sont d'accord pour bénéficier de certaines subventions, mais ils souhaitent aussi être indépendants pour produire leur propre contenu artistique et créatif. Comment ils pensent obtenir leur indépendance? Est-ce qu'ils veulent développer de nouveaux services, s'associer à des entreprises? Est-ce que tu vois une tendance? Pour recevoir des subventions, il faut répondre à un cahier des charges et décider en fonction de la politique. La nouvelle génération est un peu effrayée à cet égard, en particulier dans la culture urbaine, car il y a aussi d'autres questions culturelles en jeu. Because there are also other cultural issues. They are not necessarily in confidence with the. Ils ne sont pas nécessairement confiants quant à l'approche politique. They want to be Ils aspirent à devenir des entrepreneurs à part entière. Their own business. Ils veulent être à la tête de leur propre entreprise. Ils sont donc tout à fait d'accord en recherchant des soutiens pour créer leurs entreprises. Nous travaillons notamment avec plusieurs profils. Nous voulons, par le biais de l'association, préserver l'intérêt public. Vous pouvez être, comment vous avez dit, le gros mot? The dirty word. Oui, le gros mot. C'est pas un gros mot, même si vous voulez être dans une association parce que vous devez payer votre salaire. Mais les autres veulent aussi réaliser des bénéfices. C'est aussi une nouvelle génération de... A new generation also of. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais c'est aussi un problème parce que nous avons la chance d'avoir tout ce genre de soutien. C'est une bonne chose car ils acceptent de se confronter à la réalité de l'économie. Dans un autre sens, les mots capitalistes n'ont parfois pas de règles.
Nous travaillons beaucoup dans notre incubateur pour aider nos entrepreneurs à mettre en œuvre leur transition sociale, leur transition écologique. Mais nous travaillons davantage sur le modèle économique, social et solidaire, mais ça reste de l'économie. Tout à fait. Tu as mentionné le mot capitalisme et Mario, je me tourne maintenant vers toi, car l'étude réalisée par AC et des Catalysts mentionne à un moment donné l'idée de passer d'un modèle d'entreprise à un modèle de durabilité ou un modèle d'évaluation. Et bon, disons que capitalisme est un gros mot, que rentabilité est un gros mot. Ce n'est pas ce qu'on veut dire. On peut en fait utiliser un mot plus démocratique, culturellement accepté. Les modèles d'évaluation. Qu'est-ce que tu en penses? What's your thought about that? Alors dans le cas de Signal, ça a été c'est très simple. En fait, on a dû élaborer un plan pour survivre parce que dès le départ, on savait que le financement public, ça serait pas suffisant. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais eu vraiment peur du mot rentable et de la possibilité de gagner de l'argent. Sinon, on serait pas là aujourd'hui avec vous et l'événement et l'organisation dans son ensemble n'existeraient pas. Donc c'est pas vraiment une question de choix pour nous. Je pense qu'aussi tout dépend de la manière dont on aborde la question, car si on cherche à être rentable ou à gagner de l'argent pour le simple plaisir de gagner de l'argent, alors c'est sûr que ça ne sera pas une bonne approche. Mais d'un autre côté, Signal, nous, on s'efforce d'investir, de créer et de soutenir l'ensemble de l'écosystème. Le fait de pouvoir collaborer par exemple avec des sponsors privés nous permet de produire davantage d'œuvres d'art. Dans notre cas, par exemple, c'est grâce à ça que nous sommes devenus le producteur le plus important de nouvelles œuvres d'art en République tchèque, en tant qu'organisation privée. Et ça a été uniquement possible parce qu'on a pu monétiser une partie de nos activités. C'est ce qui nous permet de rémunérer correctement les artistes et donc de soutenir l'ensemble de l'écosystème. Donc oui, évidemment, on nous a déjà dit qu'on était commerciaux, mais en même temps, sans ça, on ne serait pas en mesure de créer et de soutenir l'ensemble de cet écosystème. Je pense qu'il s'agit donc de questions d'approche, de réinvestissement de l'argent, de la manière d'envisager l'ensemble du processus comme une chose qui est complexe. Parce que faire du profit pour faire du profit, c'est certainement pas une bonne chose, mais il y a des moyens de le faire correctement. For sure, thank you. C'est certain. Merci beaucoup, Mario. Donc, si je résume un petit peu ce qui a été dit jusqu'à maintenant, la logique de rentabilité, elle n'est pas dans l'ADN des organisations culturelles. Ça, c'est une évidence. Mais malgré tout, nous en sortons plutôt bien. Et je m'y inclus dans le groupe. Nous sommes résilients et nous sommes même bien équipés pour affronter les crises. On peut prendre l'exemple de la Covid-19. Les confinements n'ont pas eu un impact trop important sur les organisations culturelles, comme le témoignent certaines études disponibles en ligne. En réalité, selon le rapport produit par des Catalysts, après les confinements, les organisations culturelles ont affirmé disposer d'un solide réseau de partenaires et de collaborateurs de confiance et avoir su utiliser la crise comme une opportunité de transformation durable. Et je trouve ça très intéressant, le fait que même en cas de crise comme une pandémie, tout s'arrête, il n'y a plus d'argent, et pour la culture, il y en a qui est très très peu. La première chose à laquelle on pense, c'est que nous avons un réseau, nous avons des collaborateurs, il y a tout un écosystème qui nous soutient, et c'est une très bonne chose. Et ici, je reviens vers toi parce que nous avons demandé quelles étaient les méthodes de monétisation déjà expérimentées par les organisations culturelles dans le cadre du rapport. Through the report. Et en fait, il y en a beaucoup. Et une autre question était liée à ce sujet. C'est par exemple la question suivante. Quels sont les objectifs pour les 5 prochaines années? Sur quoi vous travaillez? Quelles sont les perspectives qui s'offrent à vous? Alors oui, tout d'abord, je tiens à préciser que nous avons obtenu les résultats de plus de 60 institutions d'art numérique, alors qu'en réalité, nous en avons interrogé 300 ou 400. Ça montre qu'il y avait une certaine prudence, car les gens disaient « Nous ne voulons pas parler d'argent, nous ne voulons pas parler d'expérimentation ».
Toutefois, celles qui ont répondu étaient vraiment sur la bonne voie et elles expérimentaient déjà beaucoup de choses, comme tu le disais. Je voudrais en mentionner peut-être une dizaine que nous avons trouvées intéressantes et on s'est un peu dit, ok, c'est ce qu'ils appellent de l'expérimentation. La coopération avec les entreprises privées a été citée. Le club des mécènes, qui constitue un moyen, bien sûr, de collaborer pour obtenir des fonds. Les sponsors, un classique. Je n'ai rien trouvé de très innovant, mais certaines de ces organisations ne l'avaient jamais fait auparavant. C'est normal et je le respecte. Certaines ont également mis en place un festival pour la première fois ou ont expérimenté la vidéo à la demande. C'est des résultats qui découlent aussi directement de la pandémie, c'est une évidence. L'intégration de l'art numérique dans les musées a également été évoquée. La coproduction ou la mise à disposition d'un espace artistique permanent, également après la pandémie, pour disposer de son propre espace, faire quelque chose et en retirer de l'argent. Les licences de propriété intellectuelle ont également été mentionnées, ainsi que les services de conseil, lorsque vous savez comment organiser des expositions, lorsque vous connaissez les arts numériques et que vous souhaitez également monétiser vos connaissances. Et voilà ce qu'ils ont répondu à cette première question. Concernant ta deuxième question sur les objectifs qu'ils se sont fixés pour les 5 prochaines années, je vais vous donner la réponse que j'ai préférée. Je l'aime beaucoup. Me rémunérer. Embaucher 5 personnes, avoir réalisé 5 projets et avoir 5 projets à réaliser. C'était une manière un peu élégante de dire je n'ai pas besoin de changer d'échelle en réalité. Il suffit juste de me donner les moyens de voir ce qu'il se passe et ensuite je passe à autre chose. Autrement, il s'agissait d'objectifs déjà en lien avec la valeur. Par exemple, des points comme valoriser notre contenu, valoriser nos artistes, avoir une bonne relation avec eux. C'était des points assez importants. Et il faut aussi garder une direction artistique, réelle et forte. Quelque chose du style et laissez-nous faire le travail que nous avons à faire. Par ailleurs, bien sûr, la question de l'indépendance vis-à-vis du financement public a été évoquée à plusieurs reprises comme un objectif. Être en mesure de créer des programmes personnels. Peut-être produire en interne au lieu de demander aux gens, aux prestataires de services, de produire quelque chose qu'ils voulaient faire. Ce sentiment d'indépendance était vraiment très prononcé, pour ainsi dire. Créer des programmes dans l'espace qu'ils gèrent. Une croissance plus durable a aussi été mentionnée. J'ai compris que ce n'était pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social, avec l'équipe. Croître, oui, mais pas au détriment des employés ou des personnes travaillant en freelance avec eux. Le respect de l'environnement était également un objectif évoqué. Très bien. Merci, et c'est sûrement une chose à laquelle il faut réfléchir. Donc, on a un peu évoqué les réponses que vous avez trouvées dans l'analyse avec des catalystes. On a brièvement examiné les projets pilotes du consortium, mais on se demande toujours s'il y a des modèles ailleurs dont on pourrait s'inspirer pour la culture. For culture, I mean, yes, Elodie, toi, tu as parlé d'entrepreneurs que tu accompagnes, eux qui veulent devenir des chefs d'entreprise, leurs propres patrons, qui veulent être indépendantes. Mais dans le cas d'une organisation culturelle, vers qui dois-je me tourner ? Est-ce qu'il y a des organisations culturelles, des organismes qui ont des solides antécédents financiers et qui ne dépendent pas, c'est un peu exagéré, mais qui ne dépendent pas trop des fonds publics? Et si, par exemple, toi, tu as mentionné le Barbican Immersive. Alors oui, le Barbican Immersive est un exemple. Nous les avons rencontrés à Namur lors du Kik Festival. Nous avons eu une conversation très intéressante. Je pense qu'ils ont très bien réussi à combiner, d'une part, les sources de revenus telles que la billetterie et les tournées, et d'autre part, la coproduction. Les tournées sont vraiment au cœur de leur modèle économique, ce qui signifie qu'ils choisissent quelque chose comme les expositions Fever à un moment donné, et qu'ils font des tournées mondiales pendant 3 à 5 ans. La billetterie sous-jacente est un élément qui les soutient vraiment bien. Ils ont déclaré que s'ils étaient plus indépendants du financement public, ils avaient le sentiment d'être plus libres, d'être créatifs, de faire ce qu'ils voulaient. Je veux dire que l'on est soit dépendant, soit indépendant. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux, mais on peut être un peu dépendant.
C'est intéressant parce qu'ils ont vraiment analysé beaucoup de points. Et ils ne voulaient pas avoir ce genre de structure avec des subventions, des déclarations d'impact, tout le travail administratif, etc. C'est aussi une volonté et un souhait de s'en débarrasser. Et je pense qu'ils ont fait du très bon travail. Ils ne voulaient pas de ces limites, pour ainsi dire. Je pense que c'est un exemple à suivre, c'est l'un des exemples. Le rapport présente de nombreuses expériences que vous pouvez étudier et nous pourrons peut-être y revenir un peu plus tard au cours de la conversation pour voir quel type de nouveaux modèles d'entreprise nous pourrions envisager. Mais le Barbican est un très bon exemple. Merci beaucoup, Aïssi. Elodie, parmi les projets que tu soutiens dans le cadre de ton suivi, est-ce qu'il y a quelque chose d'inventif ou d'innovant que tu peux nous partager à propos d'un nouveau modèle économique? Oui, exactement. Je suppose qu'il y a aussi la question de la coopération et de la mutualisation. Lorsque je parle d'indépendance, il s'agit aussi de l'indépendance vis-à-vis de l'industrie mondiale. Et lorsque nous nous efforçons de soutenir les nouvelles PME, c'est aussi pour garantir la diversité. Diversité culturelle, bien sûr, et la collaboration entre les petites organisations. C'est un nouveau modèle pour partager les compétences, le temps, les marchés, les opportunités, les besoins, ou les opportunités ensemble. Si nous parlons par exemple de sponsors ou de collaboration avec des marques. Nous nous rapprochons de plus en plus du modèle des pays anglo-saxons, de sorte que de nombreuses nouvelles organisations sont en mesure de collaborer avec des marques. Par exemple, dans le domaine de la musique, nous avons le modèle du travail avec des produits, y compris des produits et les sponsors. Oui, par exemple, dans un clip vidéo en ligne, on utilise un Samsung. C'est très lié au modèle des réseaux sociaux. Mais c'est aussi une préoccupation pour ces organisations car elles ne souhaitent pas uniquement être basées sur la publicité. Elles élaborent une stratégie collective grâce à la diversité de leurs compétences. Par exemple, une agence d'artistes travaille avec une agence de médias et de communication afin de trouver le lien direct avec les publics. Pour trouver un intermédiaire entre son projet et les consommateurs, comme on en a beaucoup parlé. Elles impliquent généralement les consommateurs et la production artistique. Ce modèle s'inspire véritablement de celui des réseaux sociaux. La question est toutefois de savoir quelle est la réglementation économique en la matière. Les questions des droits et de la manière dont le contenu sur les réseaux sociaux protège réellement les artistes et le contenu artistique. C'est une préoccupation majeure à l'heure actuelle. Et si un artiste souhaite travailler avec un très gros sponsor, parce que c'était une bonne opportunité, comment est-ce qu'on s'y prend? Comment on comprend que c'est un bon partenaire? Autrement dit, est-ce que mes valeurs en tant qu'artiste sont alignées avec les siennes? Parce que j'imagine que tu dois aussi te poser ce genre de questions. Oui, bien sûr. Ils souhaitent travailler avec des marques qui œuvrent en faveur de la durabilité, des projets de durabilité qui défendent les valeurs, les mêmes valeurs. La question des valeurs est aussi très importante dans le cas de la collaboration entre les organisations culturelles indépendantes et les marques. Il peut parfois s'agir de greenwashing ou d'autres choses du genre. Donc oui, ils sont très attentifs à cette question. Si on regarde la collaboration entre la musique et la mode, on s'aperçoit qu'elle se développe en même temps.
At the same time, they decide Les artistes décident de s'associer à une nouvelle marque de mode with a new et les deux commencent à se développer alors ensemble. C'est donc un autre modèle. grown up together. So it's also a model. Okay. Chloé, est-ce que cela te parle? Est-ce que tu as déjà pensé de travailler avec un gros sponsor parce que c'était une bonne opportunité? Peut-être pas avec des sponsors. Oui, mais une grande entreprise, par exemple. Une entreprise. Oui. Oui, mais seulement si les valeurs correspondent aux miennes. Et je me pose vraiment la question de savoir si on peut faire quelque chose ensemble. J'aime pas trop qu'on me dise voilà de l'argent, fais-en ce que tu veux. Je trouve ça assez bizarre. En fait, j'attache de l'importance au fait qu'ils se sentent aussi concernés. S'ils veulent la vision ou les idées d'un point de vue conceptuel ou artistique. Ils doivent aussi en faire quelque chose pour que ce soit plus intégré et qu'il ne s'agisse pas seulement d'un simple échange d'informations, d'argent, d'outils, mais d'une véritable collaboration. C'est quelque chose que je trouve très important. Je pense aussi, et j'ai entendu à plusieurs reprises ici tout à l'heure, qu'il faut garder en fait les choses en interne, continuer à produire soi-même et essayer de continuer à rechercher, à être plus indépendant. Je pense que c'est aussi intéressant pour les artistes de faire plus de choses et peut-être même les choses qui pourraient être un peu plus ennuyeuses. Chercher à faire les choses par soi-même. Je ne pense pas que gagner de l'argent ou tirer profit de son travail soit un gros mot ou quelque chose de mauvais. Je crois qu'en tant qu'artiste, en tant que designer, si l'on n'arrive pas à s'en sortir et que l'on dépend entièrement de fonds publics ou d'autres types de financement ou de sponsors, on peut vraiment en fait remettre en question la valeur de son travail, de ce que l'on fait. Est-ce que je fais quelque chose parce que les gens veulent vraiment le voir, qu'ils peuvent vraiment utiliser ce que je fais, quoi cette œuvre devrait exister? Parfois, en fait, lorsque l'on regarde de l'art ou du design, peu importe, je me demande qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je regarde, pourquoi c'est intéressant, qu'est-ce que ça exprime. C'est pas toujours très clair. Et j'ai souvent des points d'interrogation, je me pose souvent pas mal d'interrogations. Il existe en fait tout un spectre dans l'art, dans le design. Bien sûr, c'est une question de goût, mais je crois que on peut en parler pendant presque une semaine. Je pense qu'on pourrait vraiment s'étaler sur le sujet. Je pense qu'il est nécessaire de se dire que certaines choses sont inutiles. Je suis moi-même artiste et pour certaines choses, je me demande ce que c'est. Alors je ne trouve pas discutable que l'artiste ou le designer en question n'arrive pas à s'en sortir. Bien sûr. Qu'est-ce que je regarde ? On pourra en débattre longtemps, car on ne peut pas dire ce qu'est l'art, ce qu'il n'est pas. Et ce que je constate, moi à mon échelle, c'est que pour nous, ce n'est pas que nous gagnons tellement d'argent que nous ne savons pas quoi en faire. Mais que nous ne pouvons pas subvenir à nos besoins, parce que nous essayons de faire quelque chose ou de penser à quelque chose qui a de la valeur en soi. Peu importe l'entreprise, le secteur ou les personnes visées. On essaye toujours d'apporter une valeur ajoutée. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Peu importe que vous vendiez un produit, un service ou vos idées. Il peut s'agir d'un simple point de vue différent. Je suis peut-être très critique à ce sujet ou très pragmatique. Mais je pense vraiment que si vous êtes une personne créative ou que vous avez des difficultés, vous devez repenser votre travail. Je crois que c'est aussi simple que ça, parce que sinon, c'est peut-être simplement un passe-temps. Oui, je comprends complètement ton point de vue. En fait, il y a tellement de choses sur le marché. Dans ce monde, nous parlons de durabilité, de questions sociétales.
L'art peut également être à l'origine de phénomènes non durables. Je crois qu'on pourrait en parler aussi indéfiniment. Je pense qu'il y a des points très importants qu'on devrait également aborder. Elodie, je te vois d'accord. Oui, je voulais acquiescer parce que lorsque vous parlez de valeur et de collaboration avec les marques, pour la plupart des PME avec lesquelles nous travaillons, c'est l'idée de défendre un nouveau modèle de société et par exemple l'association. Essayer de travailler en association avec une entreprise privée qui travaille en circuit court. Nous partageons exactement les mêmes valeurs. Vision of how we are supposed to live right now in this earth. Et j'espère que la relation directe avec le public est aussi une expérience très importante pour nos PME. Pour essayer de l'impliquer dès le début de la production artistique, par exemple. Il est également important d'inclure des actions de transmission, d'éducation artistique, etc. Art education, etc. Mais directement aux consommateurs. Lors de notre dernier projet européen, nous avons travaillé sur un modèle inspiré du processus agricole. Il s'agit des AMAP. Agriculture process. It's called AMAP. So it's a direct link between the producer and the consumer. C'est un lien direct entre le producteur et le consommateur, où le consommateur achète un panier de fruits et légumes sans savoir ce qu'il y a dedans, et en direct, bio bien sûr, mais de saison. And directly bio, of course, but also related to the Ce type de modèle a été expérimenté dans une zone rurale en Italie. Was experimented in a rural space in Italy. Le public achète un panier de contenu culturel et artistique directement produit au niveau local, sans savoir ce qu'il contient. Directly produced locally and without know what is inside. They can have. Il peut ainsi obtenir un billet, par exemple, pour assister à une représentation de théâtre. Etc. So. It's very interesting. Ah, c'est intéressant. C'est comme du merchandising à l'aveugle. Exactly. Exactement, mais en sachant que tout le contenu est produit à l'échelle locale. All the contents are locally produced. And what about merchandising? Et tant qu'on est sur les produits, on peut prendre l'exemple de l'art plastique. Je n'ai peut-être pas les moyens de m'offrir une peinture, par exemple, mais je pourrais m'offrir une gravure en tant que client. Et si c'était un modèle dont on pourrait s'inspirer? Chloé, quel est ton avis sur la question? Je pense que c'est assez intéressant en fait et ça rend l'art très accessible. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai pas encore ouvert de boutique Etsy, fait quelque chose de ce genre. Et c'est souvent un processus de réflexion et de scénario que j'envisage pour l'avenir. Faut faire des recherches, se baser sur des faits, mais aussi réfléchir à ce qui pourrait se passer. Et ça a toujours été difficile. Mais aujourd'hui, j'essaie de me consacrer un peu plus à mon côté artistique. J'ai suivi, par exemple, un nouveau cours sur les prothèses et la fabrication de modèles réalistes. Pourrait alors être intéressant de faire des versions plus petites, des prototypes réels, qui se trouvent quelque part ou... Je pense que les marchandises pourraient être intéressantes ou des copies de pièces numériques. Digital parts or NFTs. Oui, des NFT. Et c'est l'autre mot que tout le monde avait à la bouche à un certain moment. Les NFT étaient un élément majeur de l'étude menée par Decatalyst entre les discussions sur le métavers in between et le Web 3, qui ont été des tendances à un moment donné. Which were trends at some point. Now it seems like aujourd'hui, il semblerait qu'ils soient complètement passés de mode, mais à une époque, les secteurs culturels a semblé agir davantage dans un intérêt commercial. Qu'est-ce qu'on peut en tirer ici?
Alors, tout d'abord, je pense que oui, en effet. Au cours de nos recherches en 2020, enfin en 2021 et en 2022, la demande était assez élevée. Puis soudainement, elle est retombée en flèche et ça s'est complètement effondré. Je ne dirais pas pour autant que la blockchain est morte, par exemple. On entend beaucoup de choses sur les NFT. Oui, c'est bien, c'est mal, ou c'était super, ça n'était pas. Moi, je m'en fiche. Je me concentre sur la technologie qui se cache derrière. Et je pense qu'il est très intéressant de continuer à l'explorer. L'idée d'une technologie qui permet à la chaîne de valeur d'être maintenue en ligne, sur le rail, en temps réel, est très intéressante. Je ne dirais pas que cette technologie est complètement morte, mais je pense qu'il est intéressant d'envisager de nouveaux modèles. Et je ne veux pas seulement parler des NFT parce que oui, vous avez tout à fait raison, nous avons beaucoup parlé de métaverse et d'autres choses, mais ce qui se cache derrière tout ça, c'est la volonté d'expérimenter, d'essayer de nouvelles choses, d'être à l'affût des tendances et de dire « Très bien, maintenant nous avons ceci, maintenant nous disposons de cette technologie, que pouvons-nous en faire ?» On se dit aussi que le métaverse est mort, mais le métaverse est loin de l'être et il est en train de trouver sa place. Et je ne pense pas que l'art numérique en soit si éloigné. Il sera également intéressant de voir ce qu'il advient des nouveaux avatars numériques, des humains numériques. Tout cela prend une nouvelle forme. C'est en constante évolution, donc je pense que c'est toujours intéressant. Et par ailleurs, ce que j'ai aimé dans le résultat, c'est que la manière de collaborer était intéressante pour quelques personnes et nous pourrons approfondir ce point un peu plus tard. Mais par exemple, le travail collectif était intéressant, tout comme les collectifs d'artistes et l'exploration de nouvelles identités hybrides. C'est quelque chose qui m'est resté en tête, pas seulement les NFT. C'est pourquoi nous parlons effectivement des NFT dans le rapport, mais ce n'est pas vraiment l'élément principal, c'est seulement l'une des parties. D'accord, je comprends. Maintenant, j'aimerais aborder une partie un peu plus positive de la conversation, si ça vous dérange pas. Nous avons parlé d'écologie, de dimension sociale dans les modèles d'entreprise. Et lorsque nous préparions cette session avec les autres partenaires de Container que j'ai mentionné précédemment, Yadran a dit quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je voudrais revenir sur ce point. Elle a parlé d'entreprises motivées par une mission. En fait, ce sont des entreprises qui ne sont pas motivées par la productivité et la rationalisation pure, mais qui intègrent une dimension écologique et sociale dans toutes les directions. Sa remarque était vraiment intéressante. Tout le monde est très préoccupé aujourd'hui par le greenwashing, par le pinkwashing, par le blablabla washing. Et si vous faites quelque chose de bien, si vous faites quelque chose pour renforcer votre durabilité écologique, par exemple, vous devez le mettre en avant. Il faut qu'on le voit partout. Il faut en faire des affiches placardées un peu partout. Mais ce n'est pas que si vous dites que vous faites quelque chose, ça ne veut pas dire que vous le faites réellement, et vice-versa. Ce qu'elle a dit, c'est que dans ces entreprises motivées par une mission, puisque les dimensions écologiques et sociales sont intégrées dans les valeurs et la stratégie de l'entreprise, vos parties prenantes comprendront ce que vous faites. Parce qu'elles connaissent vos valeurs. Elles savent ce que vous pensez à ce sujet et vous savez comment évoluer. C'est peut-être aussi un modèle dont on peut s'inspirer lorsqu'on innove et on essaye de faire quelque chose de nouveau. Un autre aspect que j'aime beaucoup lorsque nous parlons d'idéalisme, c'est la collaboration. Et si ça pouvait vraiment fonctionner? Qu'est-ce qui se passe si la culture et les entreprises collaborent? Est-ce qu'on peut insuffler une vision artistique et une éthique dans le monde des affaires? Ou pas? Chloé, comment vous adapteriez votre travail au monde des affaires?
Déjà, oui, je pense que, comme toi, il s'agit d'une collaboration qui est intéressante. Je crois qu'un artiste ou un designer pense d'une certaine manière, qu'il est capable d'établir des liens que les pros, le monde de l'entreprise ou d'autres secteurs ne peuvent pas établir. Je crois que, quel que soit le secteur, il est intéressant de travailler avec une personne plus créative. Je pense que pour la personne créative, il est très important de conserver sa propre vision, son style ou sa façon de travailler et de ne pas devenir un employé. Il faut vraiment garder ça à l'esprit parce que parfois on peut s'oublier soi-même dans tout ce processus. Pour les entreprises ou les scientifiques, je pense que ça leur permet aussi de... Peut-être qu'un artiste ou un designer peut leur apprendre quelque chose de la même manière que nous nous inspirons beaucoup de leur travail. Je pense que pour parvenir à une véritable collaboration, et non à un simple échange de choses, il est très important de devenir égaux. Car on n'est pas une meilleure personne si l'on est un scientifique ou un très bon homme d'affaires ou même un artiste. Il s'agit simplement d'un type de travail différent ou d'une manière différente de voir le monde. Chacun a des compétences très intéressantes et précieuses à enseigner à l'autre. Comment on procède ? Eh bien, tout dépend de la situation. Pas particulièrement intéressé par les aspects très pratiques. Si un développeur de produits me demande est-ce que tu peux réfléchir à une forme différente de substitut de viande, moi je répondrais non merci. C'est un travail que je n'accepterai jamais parce que je me connais et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Par exemple, les entreprises qui créent aujourd'hui des protéines fonctionnelles à partir de bactéries, c'est-à-dire de biomasse microbienne, sont en plein développement. Il s'agit d'un moyen très durable, intéressant et efficace de créer une protéine. Ces nouveaux ingrédients alimentaires doivent être transformés en quelque chose que nous avons envie de manger. Ce que vous voyez essentiellement, c'est cette division entre les ingrédients fonctionnels ou l'alimentation du corps et les éléments sensoriels, c'est-à-dire le goût, la forme, la texture, la façon dont on les mange, mais aussi l'aspect culturel de la nourriture et de l'alimentation. Je pense que c'est un domaine idéal pour un designer ou une personne créative qui travaillerait avec une telle entreprise en tant que collaborateur pour façonner cet aliment du futur. Et en faire quelque chose que les gens auront vraiment envie de manger, et ce en collaboration avec le consommateur. Je peux imaginer de nombreux scénarios utiles dans lesquels on peut combiner ces compétences et ces différentes méthodes de travail. Mario, qu'est-ce que tu en penses? Alors, de manière générale, je pense que des collaborations entre artistes et secteurs privés peuvent fonctionner. Et que Signal peut être l'un de ces exemples de succès et de réussite. Je pense également qu'en tant que festival ou organisateur d'événements, on peut jouer vraiment un rôle de médiation entre le secteur privé et les artistes. Je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette collaboration fonctionne, c'est que nous, en tant que festival ou organisateur, on connaît les artistes. C'est-à-dire qu'on travaille avec eux depuis de nombreuses années, on sait qu'ils tiennent à conserver leur intégrité, ils défendent des valeurs, et nous savons vraiment comment aborder cette question auprès du secteur privé. En même temps, on connaît le mode de pensée aussi des hommes d'affaires et des entreprises, de sorte qu'on peut vraiment créer cette passerelle entre les deux mondes. C'est une approche qui s'est avérée très efficace pour nous et elle a vraiment très bien fonctionné. D'après moi, mon expérience, il me semble que les marques
ou les organisations privées ne sont pas en fait des entités mal intentionnées qui cherchent à tirer profit des artistes et à se faire de l'argent sur leur dos. Ces dernières années, en tout cas, j'ai constaté qu'il y a une tendance des marques ou des entreprises à essayer de préserver l'intégrité, les valeurs et l'expression des artistes avant tout. Parce que ces valeurs font également partie de leur identité, leur manière de travailler avec les artistes, de communiquer et de diriger l'ensemble du processus. Aujourd'hui, c'est quand même de moins en moins fréquent que les entreprises poussent les artistes dans des directions où ils n'ont pas envie d'aller. Même si la collaboration entre le secteur privé et les artistes est encore aujourd'hui stigmatisée, on en parle aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que cette situation a quelque peu évolué et qu'elle prend aujourd'hui une direction qui est vraiment intéressante. Je crois qu'en fin de compte, les artistes et les entreprises sont toujours satisfaits de leur collaboration. Il suffit de créer cette passerelle et de répondre aux besoins de chaque partie, et je pense qu'il existe toujours des possibilités pour créer ça. Et c'est seulement comme ça qu'une collaboration peut vraiment fonctionner. Oui, il est donc important de trouver une situation gagnant-gagnant dans laquelle l'artiste dispose d'un espace pour se développer et peut-être analyser, repenser son langage artistique, et dans laquelle l'entreprise peut développer une nouvelle idée. Je veux dire qu'elle a aussi l'occasion d'avoir un nouvel esprit créatif au sein de son équipe. Ça serait une situation idéale où tout le monde serait gagnant. Oui, tout à fait, et je suis convaincu que c'est pas aussi difficile qu'il y paraît. Bon, merci beaucoup pour cette conclusion très positive. Élodie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter compte tenu de ta position? Oui, parce que nous ne sommes pas seulement un soutien de soutien. Nous avons aussi des artistes et surtout des musiciens qui sont de plus en plus contraints de développer une carrière de slasher. Ils collaborent régulièrement avec des entreprises. Ce sont des slashers car ils œuvrent à la création de pièces musicales pour le théâtre, mais aussi pour des publicités par exemple, où ils travaillent également dans le domaine de l'événementiel. Ce n'est pas exactement la même chose que dans le domaine culturel. Et la collaboration peut parfois s'avérer difficile à générer. Parce qu'ils s'interrogent encore sur leurs propres valeurs. Toutefois, c'est aussi un moyen de trouver des ressources, de produire plusieurs œuvres artistiques avec une plus grande marge de manœuvre pour prendre des risques. C'est important, mais je ne suis pas artiste. Il est donc difficile d'en parler pour eux. Mais nous les accompagnons, notamment concernant les contrats. Car en tant qu'artiste, qui collabore avec une entreprise privée, cette dernière n'est pas encore au courant de tous les droits et de toutes les choses. Le processus de contractualisation reste encore compliqué. Et comment se fait-il que l'art numérique soit particulièrement propice à la collaboration? Puisque tout le monde a évoqué la collaboration aujourd'hui, on peut supposer que ce secteur est vraiment très propice à cette coopération. Comment cela se fait? Ici. Oui, je crois que la réponse se trouve déjà dans le nom. C'est une question de technologie, de technologie numérique, de médias numériques et d'art. Tous les artistes ne sont pas forcément de grande valeur. La collaboration entre un artiste et une personne qualifiée est également importante. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Beaucoup de gens donnent des cours sur la façon de faire ceci ou cela parce qu'un artiste ne le sait pas nécessairement. De son côté, un spécialiste en technologie dirait « Je vois ce que vous faites avec votre art et je me demande comment on pourrait reproduire ça. Comment est-ce que je peux soutenir ça? Comment est-ce que je peux aider à faire avancer les choses ?» C'est intéressant. En soi, c'est déjà un secteur hybride. Le domaine de l'art numérique est hybride en soi. Il mélange différentes perspectives. C'est également quelque chose que l'on peut voir dans les modèles d'entreprise, je dirais. Ouais, c'est ce que je dirais.
Est-ce que quelqu'un veut réagir? Peut-être juste pour compléter ce que dit ici, je pense que pour ce qui est de la collaboration entre le secteur privé et le monde artistique, l'accessibilité c'est un atout majeur pour l'art numérique. Aujourd'hui, il est possible de faire des projections à grande échelle, sur des petits écrans, sur des téléphones portables. C'est partout, donc il peut être très facile à partager. Et je dirais que c'est même le support idéal pour des collaborations avec des entreprises privées, car l'art numérique permet d'atteindre un public infini. Et par ailleurs, la collaboration en tant que processus artistique offre d'énormes possibilités lorsqu'il s'agit d'inviter des artistes de différentes régions du monde à travailler sur différents éléments d'une œuvre d'art numérique. Par exemple, il arrive fréquemment qu'un artiste va créer le son, tandis qu'un autre qui se trouve peut-être à l'autre bout du monde crée les images. Et puis un autre artiste qui peut mixer le tout, ce qui permet des collaborations qui n'auraient pas été possibles dans un monde physique. Donc pour nous, à Signal, c'est vraiment une source de possibilités infinies. Je pense que c'est également un modèle d'entreprise qui est assez intéressant parce qu'il est très évolutif et c'est positif. C'est d'ailleurs quelque chose que nous essayons de faire aujourd'hui avec Culinaire Cellulaire parce que en Europe, nous pouvons expédier l'installation, l'apporter ou la transporter quelque part. C'est un écran tactile. Et il y a un affichage holographique, mais il y a aussi un logiciel. Si vous séparez le matériel du logiciel, et nous menons actuellement un projet pilote avec le Lawrence Hall of Science à Berkeley, aux États-Unis, nous séparons le logiciel du matériel et des modèles physiques. En fait, on a élaboré le manuel de construction, la partie matérielle et du boîtier. Nous n'avons plus qu'à envoyer le logiciel, c'est-à-dire la maquette et les prototypes ou les modèles physiques. On teste actuellement ce système pour voir s'il fonctionne. Si c'est le cas, on pourrait aussi l'envoyer dans d'autres pays. J'adorerais voir notre installation à Singapour, dans ce magnifique bâtiment en forme de lotus. Musée d'art scientifique blanc, par exemple, ou dans d'autres musées scientifiques. Ce serait très intéressant. Avant, il nous était impossible d'adapter notre œuvre à l'échelle, puisqu'elle comportait toutes ces composantes différentes. Elle est à la fois physique et numérique. Et maintenant, on essaie de voir s'ils peuvent le faire eux-mêmes et si nous les aidons à construire le boîtier et tout le reste. Nous sommes très curieux de voir ce que ça pourrait donner, mais avant toutes ces recherches, c'était assez difficile. Revenons, désolé, la partie idéaliste est terminée. Revenons à la réalité. Si vous coopérez avec les entreprises, comment on peut éviter de tomber dans un modèle libéral où l'artiste produit en réalité ce que veut l'entreprise? Est-ce que la philanthropie pourrait remplacer le secteur public? Est-ce que la culture serait fondée sur les intérêts des plus riches? Quelle partie du secteur culturel et de votre organisme culturel pourrait être menacée? Comment est-ce qu'on peut éviter une telle situation? Mario et ici, est-ce que vous avez un point de vue sur la question? Il y a tellement de façons différentes d'obtenir cette indépendance et en même temps, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Êtes-vous indépendant ou non? À partir du moment où vous ne produisez pas avec votre propre argent et que vous ne réalisez pas vos propres œuvres, vous êtes, quoi qu'il en soit, dépendant de quelque chose. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la recherche de cette indépendance à un moment donné, dans les conditions que vous négociez avec les collaborateurs avec lesquels vous travaillez.
Ce que nous constatons quant aux nouveaux modèles d'entreprise, en fait, ils ne sont pas vraiment nouveaux. Excusez-moi. Nous faisons ça depuis quelques années et ce n'est donc pas vraiment nouveau. Je considère les entreprises technologiques comme des mécènes et il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de Google, il peut s'agir d'un petit développeur de logiciels, voire d'un leader caché. Il peut s'agir d'un espace événementiel qui fournit également de la technologie et vous avez alors déjà des entreprises technologiques ou des partenaires artistiques. Il peut également s'agir d'une collaboration entre plusieurs institutions culturelles, ce qui permet d'avoir de nombreux partenaires. Cette collaboration se veut également plus indépendante, car vous ne dépendez pas d'un seul partenaire commercial. Vous pouvez également faire appel à différentes institutions. C'est en grande partie ce que tu disais précédemment en termes, disons, de ce que nous pouvons mettre à l'échelle des choses, de la technologie et de l'espace numérique. Je pense qu'il existe quelques plateformes à observer comme la Collection ou Desverse. Desverse est originaire de Corée. Ils font le lien entre le monde réel et le monde numérique. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au cours de notre processus de recherche, nous avons invité une agence qui essayait elle aussi de trouver le schéma directeur de certaines choses dans le monde réel, afin de les rendre hybrides. C'est pourquoi ce que tu disais tout à l'heure, Chloé, résonnait très bien. J'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, il est intéressant d'introduire ce modèle sur un marché et de le développer à l'échelle de ce marché. Nous avons vu beaucoup d'organisations autonomes, numériques et décentralisées, évidemment. Nous avons également vu beaucoup de collectifs d'artistes. Je dirais qu'à l'instar de Drift ou de TeamLab, des collectifs d'artistes vraiment intéressants produisent actuellement des expositions à grande échelle, créant même un véritable changement dans la visibilité de l'art numérique. Une exposition gigantesque, assurément. Je pense aussi qu'ils peuvent être plus indépendants parce qu'ils évitent les institutions traditionnelles qui exposent l'art numérique. Je pense que c'est une façon d'essayer quelque chose et d'en tirer quelque chose. Try something and do something out of that. Dans l'ensemble, je dirais que tout ce que nous avons pu voir dans notre phase de recherche, à savoir l'hybridation de l'expérience, était intéressante. Comment sortir du physique, comment entrer dans le numérique, mais aussi comment passer du numérique au réel. J'entends par là dans un espace d'expérience qui reste humain et qui n'est pas complètement numérisé. Je pense que c'est quelque chose que le public attend. Après la pandémie, les gens en ont assez que tout soit numérisé, ils ont besoin de cette expérience et il faut donc l'entourer de tout le reste, ce qui apporte également beaucoup de valeur. J'aimerais quand même revenir sur un point, donc aux entreprises qui décident ce que les artistes vont produire. Il y a peut-être des mesures de protection qu'on pourrait mettre en place. Est-ce qu'il faudrait peut-être instaurer des règles éthiques? Faudrait-il faire signer une charte à tous les artistes? Qu'est-ce que tu en penses, Chloé? Tu veux dire que les artistes devraient signer quelque chose? Moi, je pense que ce sont plutôt les entreprises qui devraient signer quelque chose. Comment l'artiste ou le designer devient une agence de création, de pub? Les entreprises se contentent d'utiliser une étiquette. Le greenwashing, on l'a déjà mentionné. Le pinkwashing ou peu importe. Tu deviens l'agence de pub. Le design ou l'art est souvent utilisé pour faire la publicité de cette entreprise ou de cette marque. C'est comme un gadget, un truc cool, quelque chose de temporaire. Et là encore, on sous-estime la valeur de... Si on associe le designer ou l'artiste à l'ensemble du processus créatif, il peut faire bien plus que penser à une publicité créative ou autre. Je pense que c'est l'ADN des collaborations du passé qu'il faudrait changer. Mais je suis d'accord avec toi, Mario, pour dire que les choses évoluent un peu. Je trouve que les créatifs sont déjà un peu plus valorisés. Je pense que c'est aussi une question de point de vue personnel. On devrait dire que on ne travaillerait plus pour le salaire minimum. C'est ridicule. Tout le monde est payé. Le producteur, le serveur, tout le monde. La femme de ménage. Pourquoi pas l'artiste? C'est absurde. On est ici pour l'art, par exemple, ou pour le design. Quoi qu'il en soit, je pense que
Les choses évoluent, mais les créatifs doivent également se défendre. Et dire non au travail non rémunéré. Non à des tâches que des agences de publicité pourraient accomplir à leur place. Il faut savoir ce que l'on vaut et ce que l'on peut apporter. Il est question de se valoriser et de valoriser son travail et de ne pas avoir peur de dire non à des demandes ridicules. Je crois que tout commence par l'estime de soi. J'aimerais réagir à ce sujet, car je pense que c'est une excellente chose que tu aies mentionné que les entreprises puissent le faire, mais que les institutions artistiques elles-mêmes puissent également le faire, puisque c'est le domaine sur lequel nous travaillons. En fait, c'est ce que nous avons fait en intégrant dans notre équipe un responsable de la durabilité, pour ainsi dire. Et en considérant la durabilité comme un élément social, éthique et écologique, je tiens à dire que les conditions de travail étaient vraiment très intéressantes à examiner et à respecter et qu'il était formidable dans le cadre d'un processus de collaboration que les partenaires s'engagent à respecter un manifeste et à dire « voilà, c'est ce que nous allons faire ». Vous pouvez même consulter ce manifeste en ligne si ça vous intéresse, c'est vraiment intéressant. Ce qu'on n'a pas encore mentionné, ce sont les personnes qui sont derrière tout le projet. Nous en avons beaucoup parlé dans le projet Digital Intersection. On ne l'a pas fait aujourd'hui, mais il y aurait tellement de sujets abordés pour lesquels on n'a malheureusement pas le temps nécessaire aujourd'hui. Une chose que je tenais tout de même à dire, c'est que l'on demande beaucoup de choses aux artistes. Ils doivent être créatifs, ils doivent jouer un rôle de tampon entre différentes disciplines, ils ou elles doivent être beaucoup de choses. Comme tu l'as très bien dit, Chloé, on doit quand même apprendre à nous valoriser. On doit prendre conscience de la valeur que nous apportons. On doit commencer à bien rémunérer les professionnels du secteur culturel. Est-ce que cela vous semble juste? On devrait commencer à plaider en ce sens, c'est certain. So yeah, that's also something that we should start advocate for sure. All right. Eh bien, nous sommes ici depuis un certain temps déjà. Nous avons dit beaucoup de choses. Et il nous en reste encore énormément à dire. Si vous me le permettez, je voudrais conclure cette belle session par 3 points clés. Mes points clés personnels. My personal key takeaways. Tout d'abord, n'ayez pas peur d'aborder les sujets tabous. Parlons des problèmes et trouvons des solutions, s'il vous plaît. Deuxièmement, coopérons. La coopération est primordiale. Et le 3e point est une citation de Rebecca Minkoff que j'ai trouvée en ligne et que j'aime beaucoup. Vous pouvez être à la fois créatif et rentable. Ce n'est pas une contradiction, c'est une nécessité. Bien, je vous remercie beaucoup pour cette session. Merci beaucoup. Merci à toi, Hilaria. C'était très intéressant. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Thank you, everyone. Bye. Bye.